Depuis bientôt 4 mois, nous vivons un test et ses adaptabilités en temps réel quant à notre agilité, notre réactivité, notre capacité d'adaptation à cette vague qui nous est arrivée et qui nous a obligés, bien sûr, à revoir complètement nos process, à nous réinterroger. Il a fallu faire tout cela en un temps record. Et ce que je dis là, il est complètement valable pour l'ensemble du réseau. Et je dois dire qu'on a assez vite analysé ce qui nous a permis cette agilité incroyable. C'est d'une part une cohésion et une organisation d'équipe hors pair. Un fonctionnement ensuite collectif avec une grande transversalité. Et puis, bien évidemment, une connaissance précise de nos experts, du terrain, de ces acteurs, de nos partenaires. Ajouter à tout cela une réactivité et surtout une vitesse qui nous ont permis de réagir vite et d'être au plus près de nos partenaires. Car il nous a fallu à la fois comprendre, accompagner et permettre à nos partenaires, les aider dans leur passage en ligne, être présents, être force de proposition aussi, bien évidemment. Et c'est, je pense, ce qui nous a fait gagner encore plus leur confiance et ce qui nous a permis d'avoir des moments particuliers de notre action. Je pense par exemple au festival du très court qui tout d'un coup s'est associé à nous pour pouvoir valoriser les contenus, et particulièrement les contenus français, parce que nous étions là à répondre et à les aider dans ce basculement en ligne. Nous avons en fait front commun, nous avons relevé ensemble ces défis-là, nous étions dans la même situation, avec les mêmes enjeux et les mêmes envies de faire, malgré tout. C'est une vraie transition, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a abandonné ce que l'on faisait avant, pas du tout. On l'a renouvelé, on l'a amélioré, on l'a ajusté, et cela avec les partenaires. C'est un chemin commun que nous avons suivi et qui nous a permis d'avancer et de nous modifier nous-mêmes. Ça nous a permis aussi, au plein cœur de la crise, de nous reposer les questions ensemble de comment nous allions faire pour continuer à travailler sur ce champ à la fois culturel, éducatif, scientifique aussi, le renforcer, parce que nous avions des nouveaux outils, nous avons expérimenté de nouveaux outils qui nous ont donné aussi de nouvelles forces et de nouvelles capacités. Encore une fois, sans abandonner ce que nous faisions avant, qui s'est trouvé modifié, mais certainement pas abandonné. Ça signifie aussi que nos équipes ont été sur la brèche en permanence. Véritablement, je crois qu'on a doublé, si c'était encore possible, nos capacités de travail avec ces outils qui s'imposaient à nous, qu'on n'avait pas forcément choisis, puis finalement dont on s'est emparé pour faire autre chose. Mais on a compris aussi très rapidement que malgré cette période virtuelle obligatoire, on avait plus que jamais besoin aussi de la présence physique. Parce que ce que l'on retient de ces échanges avec les uns avec les autres, c'est qu'il y a un point fondamental dans notre coopération. Ce point fondamental est résumé par un des chercheurs de l'Université d'Alberta, avec lequel on est maintenant en grande familiarité et avec un travail important entre la France et le Canada. C'est dans ce petit mot qu'il n'a cessé de répéter, le trust. C'est la confiance. La confiance qu'on développe, et cette confiance-là, on ne peut pas la développer uniquement en virtuel. Le virtuel, c'est un point de départ, ça peut être aussi quelquefois un point d'aboutissement, mais en tout cas, ça n'est pas ce qui construit la confiance, la croyance que l'on a en l'autre et la capacité à faire, parce que pour des questions aussi sensibles, par exemple, que la recherche ou les modes d'éducation ou des innovations, on a besoin de savoir à qui on a affaire. On a besoin de connaître, je dirais pas intimement, ce serait exagéré bien sûr, mais en tout cas personnellement, les professionnels avec lesquels on va travailler au long cours. Parce que c'est bien la question du long cours, forcément, qui est posée. Bien sûr, ça nous demande d'orienter différemment nos moyens. Il faut se poser la question d'ores et déjà, par exemple, de la rémunération de nos interlocuteurs. Les artistes, les intellectuels, les auteurs qui vont venir pour nous, il est vraiment question maintenant de contribuer à leur économie, et en contribuant à leur économie, on participera à des échanges plus forts entre nos deux pays, le Canada et la France, puisque c'est le cas en l'occurrence. Il nous faut travailler aussi sur des temps beaucoup plus longs. Et je crois qu'il n'est plus question du tout de faire des micro-déplacements,
il faut penser cela autrement, c'est-à-dire plus en profondeur, plus en qualité, avec plus de disponibilité de part et d'autre, mais c'est avec ce sens du temps retrouvé que l'on arrivera à véritablement rendre plus actifs aussi ces nouveaux outils qui nous importent maintenant et qui sont nécessaires, qui ne remplaceront pas, mais qui renforceront. Parce que bien sûr, il y a des questions éthiques au centre de tout cela. Des questions éthiques pour l'humain, pour son environnement et pour le développement humain culturel, bien sûr. C'est la question qui est au centre de nos débats, de nos questionnements sur pourquoi est-ce qu'on fait une action, pourquoi est-ce qu'on la partage avec nos partenaires canadiens. C'est cette question-là qui va prédominer à nos choix et à nos capacités de faire et à nos moyens aussi, bien évidemment. Des difficultés, bien sûr, nous en avons rencontré tout au long de ces 4 mois. Au premier plan, bien sûr, le matériel. Il nous faut nous équiper, il nous faut être au niveau de nos ambitions. La technologie est un outil, ce n'est pas une fin en soi, on ne cesse de le dire, mais si on ne l'a pas, on n'avancera pas pour autant. Donc ça, c'est un point crucial. Mais il n'est pas le seul. Il y a aussi notre capacité à nager dans cet afflux d'informations, de contenus, et surtout à surnager, à dépasser la tête, à se faire entendre. Ça, ce sera un autre défi, c'est une autre difficulté que l'on va rencontrer. Par quel réseau passer, quel créneau prendre, avec qui, comment se faire entendre mieux et plus longtemps. Et puis dans cette période extrêmement mouvante, il faut se mouvoir nous aussi et considérer les publics qui se sont terriblement, incroyablement mélangés. Ça, c'est une autre découverte que nous avons faite. C'est cette multiplication et ce mélange des publics qui vont nous demander, qui nous demandent déjà de penser différemment nos interventions et nos événements. Pour ce qui est de la programmation culturelle, bien sûr, on réinvente, on réajuste, on module, on fait varier avec nos partenaires parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est un partage, c'est un véritable partage. On a la chance d'avoir au Canada des partenaires très questionnants, très volontaires pour ce qui est de ce partage d'expérience et d'expertise. Donc c'est un travail évidemment que nous faisons tous dans le réseau, de réinventer régulièrement notre programmation. Là, la différence, c'est que ça se fait dans des temps extrêmement courts, qu'on a eu quelques jours pour repenser tout ça, et puis ensuite quelques semaines. Mais encore une fois, c'est avec une grande possibilité de le co-réaliser, de le co-construire avec nos partenaires canadiens. Je pense que ça, c'est un des points forts aussi du pays. Il me semble que dans ce contexte tout à fait particulier, qui nous permet d'avancer malgré tout aussi, nous avons plus que jamais besoin de l'accompagnement de l'Institut français. Pourquoi ? Eh bien d'abord pour des définitions de stratégie globale. Ensuite, des productions de contenu, et des productions de contenu peut-être par typologie de pays ou par zone. L'Institut peut avoir un vrai rôle d'assembleur en lien avec les équipes et les experts sur place, parce que bien sûr, tout ça doit pouvoir se faire dans un jeu de va-et-vient qui permet de faire remonter du terrain les sensibilités, les subtilités politiques, de contexte. Et je pense que ça, c'est un travail de co-création qu'on peut véritablement mener ensemble, et en tout cas qui serait profitable à l'ensemble du réseau en fonction des thématiques abordées. Il est toujours question, bien sûr, d'agilité, de réactivité, dans un contexte où les échanges entre Institut et le poste nous permettent véritablement de cibler des stratégies et des contenus. Quant aux métiers du réseau, évidemment, ils évoluent et ils vont évoluer encore. Une fiche de poste telle qu'elle était présentée il y a 2 ans, elle-même évoluait d'une année sur l'autre. Encore une fois, aujourd'hui, elle évolue quasiment de semaine en semaine, parce que cette agilité, cette souplesse, nous devons la mettre en œuvre, et c'est la force du réseau, c'est la force des professionnels, surtout qui constituent ce réseau. Donc il va nous falloir par contre instiller de nouveaux métiers dans ce réseau. Les nouveaux métiers liés évidemment à la pratique du numérique, à savoir
quel contenu numérique nous allons poster, quel contenu numérique nous allons pouvoir faire valoir, comment on va se faire entendre sur les réseaux, comment on va faire en sorte que nos occurrences arrivent en tête de liste pour les informations que nous voudrons diffuser et les événements que nous voudrons lancer. Ça me semble primordial, effectivement. Il faut avoir en tête aussi que la constitution même de notre réseau, à savoir les professionnels, les experts, les intellectuels qu'ils constituent pour des périodes très courtes, sont véritablement une rareté. On le constate au Canada, où la tendance à l'extérieur n'est pas forcément de s'associer à ces experts, à ces professionnels, et tout d'un coup le modèle français intéresse, parce que ce qui nous a permis aussi autant de réactivité en cette période, c'est la capacité de nos professionnels, de nos attachés, de nos agents en général, d'aller chercher les bonnes personnes au bon moment, et surtout d'avoir cette légitimité auprès de notre réseau canadien, légitimité qui rend leur parole beaucoup plus forte. Oui, il y a des multiplications, afflux, saturation même. Mais ça interroge nos valeurs, ça interroge notre vision partagée du monde. Alors, on ne se pose pas la question, on fait. C'est tout simplement ça, il nous faut agir, ne pas hésiter. Il ne faut surtout pas douter. Il faut analyser, cibler, agir. Et avec cette vision partagée du monde comme nous l'avons notamment au Canada, ensemble, on est bien sûr plus fort, c'est une vraie tarte à la crème que de le dire, mais arrêtons de nous poser des questions, faisons encore une fois, parce que là est la véritable capacité d'action du réseau. On est bon dans ce que l'on fait, il faut le faire encore mieux, et on a cette possibilité-là aujourd'hui de le faire. Avec les nouveaux médiums à notre disposition, nous avons des enjeux collectifs, des enjeux d'expression, de liberté d'opinion, d'égalité homme-femme, de climat et bien sûr de responsabilité. C'est cette question qui nous est posée, la question de notre responsabilité à travers ce que nous allons faire et mettre en œuvre. Récemment, au Canada, nous avons lancé, grâce à l'Université d'Ottawa, nos collègues allemands et une multiplicité incroyable de jeunes étudiants, un défi des informations. Et je crois que c'est vraiment là qu'il faut qu'on soit, auprès de nos partenaires, sur des questions fondamentales qui mobilisent les jeunes. Nous avons eu des résultats incroyables et ce n'est pas terminé. On a pu passer en ligne très rapidement ce défi, cet hackathon qui devait se faire bien sûr en présentiel, et on a été extrêmement surpris de voir que bien au contraire, ça n'était pas une désaffection de la thématique, mais plutôt une surenchère dans leur participation. Et c'est précisément dans ces endroits-là que l'on doit être, dans ce qui est de la pensée, du débat d'opinion, de comment on envisage le monde à venir, et à travers ce mélange de personnes, de jeunes, d'universitaires, de sociétés civiles qui se sont réunis pour porter ce défi des informations. Bien sûr, nous avons de la chance au Canada que l'ensemble de ces valeurs soient partagées, ce qui nous rend le travail collectif extrêmement fructueux et même agréable, je dois le dire. Il y a par ailleurs, je crois, une véritable découverte qui a été faite avec cette crise sanitaire, c'est celle du décloisonnement absolu des genres. Le décloisonnement parce que tout d'un coup, grâce à cette invention formidable qui est le webinaire, on a pu, avec des experts de haute volée, se retrouver en présence d'un public extrêmement hétérogène, qui, je crois, a été captivé par la thématique et le haut niveau d'intervention. C'est en continuant à travailler sur cette marque de fabrique qualitative française avec nos partenaires canadiens, que nous arriverons à percer toujours plus dans le monde de la pensée et de l'influence diplomatique, j'en suis vraiment convaincue. Il me semble que pour cette raison, il va falloir continuer à thématiser nos événements, nos interventions, enfin la plupart en tout cas, pour être plus attractifs,
pour faire du qualitatif et on va en venir très curieusement à une notion qui m'est chère, celle de l'éducation populaire. C'est-à-dire donner la parole à des experts de haut niveau absolument pour tous. Et c'est ce que nous permet cette transition-là et ces outils-là. Ce qui était fascinant et étonnant aussi avec cette crise, c'est ces échanges permanents avec les spécialistes canadiens, avec nos partenaires. On aurait pu croire que la crise stoppe tout échange, mais non, pas du tout. En fait, ça l'a intensifié, ça l'a un peu modifié bien sûr, mais ça nous a permis aussi de déterminer que dorénavant, avant la venue de professionnels, eh bien, nous aurions ces nouveaux outils, ces nouvelles plateformes de discussion pour mieux les préparer encore. Au centre de nos questions avec nos partenaires, il y a bien sûr celle de l'économie culturelle. Comment est-ce qu'elle va résister? Comment est-ce qu'elle va se refonder? Et comment nous allons pouvoir l'accompagner? Et sur ce plan-là, l'international est absolument central. C'est un vrai gros poids dans l'économie. On ne le sait pas suffisamment. On ne travaille pas suffisamment en amont sur cette question de l'apport de l'international. Que ce soit un artiste, une compagnie, un auteur, un vidéo gamer, une start-up sur les jeux ou le virtuel ou que sais-je encore, l'international a maintenant un énorme poids dans leur propre économie. Donc en pensant cette économie à l'international, on pense aussi à la revitalisation de notre tissu culturel, scientifique, éducatif français, bien sûr. Et je pense qu'à ce niveau-là, il nous faudrait travailler en amont, beaucoup plus encore avec les différents ministères, mais pas que, travailler aussi avec les organisations professionnelles de tous nos champs d'action et avec la société civile, avec les pratiquants de terrain, je dirais, pour savoir comment être plus proche encore de leurs nécessités, de leurs besoins, de leur plan de carrière, de leur plan de développement. Et c'est en cela que nous aurons toujours plus un poids important, à la fois en termes d'influence, mais aussi en termes de développement économique, humain. Dans ce monde virtuel devenu complètement global, nous avons par ailleurs connu des expériences tout à fait impactantes. Je peux parler par exemple de Laval Virtual, qui est bien sûr à Laval, et qui a très favorablement impressionné nos partenaires canadiens, d'une part dans son passage quasiment immédiat en ligne, et surtout grâce à l'expérience virtuelle incroyable que cela a permis, faisant se rencontrer des gens du monde entier dans des salles virtuelles, avec des contenus impressionnants de qualité, qui ont fait que cet événement français assigné à région jusqu'à présent est devenu un véritable phénomène dans le monde du virtuel, en tout cas au Canada. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour nous, pour la France, à travers ces nouveaux outils, mais pas seulement, comme je l'ai dit déjà, à travers des échanges de personnes physiques, mais les nouveaux outils nous permettant une prospection et une avant-garde en quelque sorte de tout ce que nous avons à implémenter encore avec l'aide de nos partenaires en échange bien sûr croisés.